Cette semaine, dans le balado, on est témoin des magouilles d'une famille de braconniers du bas du fleuve et on tente de remonter l'espace-temps dans une galaxie éloignée. Vous êtes dans mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Pat! Donc, au menu, 26e production de Pixar, entre autres, un film québécois aussi qui était très attendu. Ouais, je savais pas que c'est rendu à 26. Quand même, que hein? j'ai perdu le compte. Là. Ouais. Vite de même, j'aurais dit 15, mais non, ça fait du sens. Tu sais, Toy Story 95, on est déjà à 27 ans. Ouais, puis juste même, ça, c'est comme le 5e film de cette franchise-là. Ouais. Donc, on fait un petit peu le tour de l'actu. Bande-annonce de la semaine, un film québécois qui prendra l'affiche au mois d'août. Ouais. Arlette. Arlette de Marie-Lou Wolfe. C'est le film qui avait fait un peu controverse avant même de sortir parce qu'elle a casté Marie-Pierre Morin dans le rôle principal. Fait que la bande-annonce déjà nous donne une idée de l'ambiance, si on veut, qu'on va avoir. C'est un film qui est politique. L'histoire, c'est que Arlette, jouée par Marie-Pierre Morin, est une ancienne genre de chef de magazine, ancienne mannequin devenue genre rédactrice en chef là, des magazines style Clin d'œil et autres affaires comme ça, là, magazine de mode. Puis le premier ministre, joué par... j'ai un blanc. Ah merde, j'ai pas noté aucun nom. Ah oui, je vais tout m'en souvenir. J'avoue que j'ai un blanc aussi. Mais est-ce que tu sais, tu replaces c'est qui ou pas du tout, genre? Je vois juste... Gilbert Sicotte. Gilbert Sicotte. C'est je voyais ça, l'autre qui est David Lahaye, qui est le ministre des Finances. Exactement, voilà. Fait elle, finalement, elle se retrouve là, puis personne ne la prend au sérieux, puis elle décide de promettre les 100 millions de dollars qu'en campagne électorale, il avait promis dans le milieu de la culture, sauf que là, ça fait une guerre avec le ministre des Finances, joué par David Lahaye. On a aussi Benoît... Tabarouette, je suis pas réveillé un matin? Il y a... Paul Amarani, qui fait son conseiller un peu, ouais. Puis un autre qui a l'air de l'épauler, qui doit être un autre député, c'est... Benoît Gouin? Non, voyons, Benoît des annonces de Belle d'il y a full longtemps. Ah, Benoît Brière! Benoît Brière. Oui. Je sais pas, je suis capable d'éditer cette partie-là, c'est mollo. Fait que, bref, tu sais, mi-comédie, un peu comédie noire, mais dans politique, son genre drame. Là. Ouais, c'est ça. Bon, bonne appellation. Puis peut-être pour les plus vieux, ça ferait peut-être penser un peu à la comédie Dave avec Kevin Kline du début des années 90, ou je sais pas si tu l'as déjà vu. Je replace la pochette et tout, mais je crois pas l'avoir vu. Il jouait le sosie du président qui vient remplacer là, alors que le président a un malaise, puis lui, évidemment, il est un peu naïf, innocent et tout ça, et finalement, il se met à jouer dans les budgets du gouvernement aux grandes dames de ses conseillers et tout ça. Là. Puis est-ce que c'était lui qui jouait aussi le président, dans le fond? OK, c'est pour ça qu'il se ressemblait. Voilà. OK. Puis, Arlette, ça, a été tourné dans la ville de Québec. Oui. Et c'est un des rares projets qui a été tourné dans le Salon Bleu et tout. Là. Je pense qu'on avait déjà discuté auparavant. Fait que le 5 août pour ce film de Marie-Lou Wolfe. Et sinon, dans l'actu, écoute, la semaine dernière, on avait parlé du potentiel deuxième film de Joker. Un titre avait été annoncé par le réalisateur Todd Phillips. Et là, les rumeurs ont enflammé les réseaux sociaux alors que Lady Gaga serait en pourparlers pour incarner Harley Quinn. Alors, on supposait déjà que ce serait ce personnage-là qui ferait son apparition. Mais en plus, ce serait une comédie musicale, en tout cas un musical. Alors, moi, je suis prêt à payer pour ça. Ça pique ma curiosité, mais je trouve que c'est audacieux en tabarnouche. Oui, mais d'un certain côté, même chose, je salue cette audace-là de vouloir faire différent, puis pas juste de capitaliser sur le succès du premier, puis pré-marcher un peu ça. Là. Et je pense qu'ils vont utiliser probablement la musique pour explorer la folie des personnages. Et voilà, ouais. Et ça cadre bien avec le personnage d'Harley Quinn qui est vraiment dans son monde à elle et tout ça. Donc, même dans son film, là, Harley Quinn and the Birds of Prey, là, qui était vraiment dans la sauce DC Comics, puis très bonne, funny action. Là. Mais il y avait quand même ça, là, que elle narrait son propre récit, puis c'était un peu déconnecté, puis je fais ce que je veux, tassez-vous. Là. Fait que, je crois qu'il y a une sauce qui peut être intéressante, sauf que ça va être pas comico, là, ça va être un peu... dramatique, lugubre, là, un petit peu comme... Pas lugubre, mais sombre, là, disons. Là, l'univers de Batman est toujours sombre. Et sinon, parlant d'Harley Quinn,
celle qui l'a incarné, justement, dans l'univers DC Comics. Je ne sais pas si tu as vu les premières photos du film Barbie. Oui, celle de Margot Robbie dans La petite décapotable rose. Ça fait quelques semaines qu'elle est parue, mais on n'avait pas parlé. Mais là, cette semaine, c'est en bon Ken, celle de Ryan Gosling, finalement, qu'on a vu. En bobette Calvin Klein. Il est écrit Ken, c'est bobette. On voit que c'est tu vois que c'est un clin d'œil à Calvin Klein, mais c'est écris Ken. Ah, OK. J'ai regardé trop. Oui, ça, c'est le prochain film de Greta Gerwig, c'est ça? À paraître, par exemple, en juillet 2023, là, fait que dans un certain temps, mais il y a aussi au générique, je me souviens, Emma Mackey, justement, tu trouves déjà que c'est la sosie de Margot Robbie, fait que tu dois pas être le seul. Simu Liu, qu'on a vu récemment dans Shang-Chi. Mais il y a aussi Michael Cera, Will Ferrell, fait que j'ai hâte de voir comment ils vont cadrer tout ça. Là. Je sais pas si ça va être à le film Lego, là, que quelqu'un joue avec des Barbies dans cet univers-là, mais c'est ça, le fait que c'est Greta Gerwig qui est dedans, qui réalise. Je sais pas si elle a dû co-scénariser avec Noah Baumbach, je pense, son mari. Fait que ça va être quelque chose de comédie intelligente, je pense. Je pense que oui, tout à fait. Très intriguant. Mais qui sortent en plein milieu de l'été à la sauce blockbuster et tout, fait que ça va être probablement son projet le plus ambitieux monétairement. J'imagine, je pense pas que c'est un film à 100 millions, mais quand même... un plus gros budget beaucoup de props, que Lady de Bird, décors, puis exact. Là. Fait que, bien curieux de voir ça. Et il y a... j'ai deux autres petits trucs. Moi aussi, j'ai un autre, vas-y. OK, gars, je vais en prendre un. Cette semaine, c'est le Festival d'Annecy, le festival d'animation en France, qui est pas mal le plus gros festival d'animation. Et on a dévoilé des premières images de Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1, qui lui prendra l'affiche en juin 2023 aussi. Fait que gros été, l'été prochain finalement. Puis on parle il y a quasiment 240 personnages dans 6 univers parallèles. Ça va être complètement flyé. On se souvient que dans le premier volet, c'est qu'il y avait plein de Spider-Man et de méchants qui se rencontraient dans l'univers de Miles Morales. Là, c'est lui qui va partir à l'aventure à gauche puis à droite. Puis on parle ils ont montré plusieurs séquences là, un peu dans le désordre. Là. Puis d'un combat entre un vautour à l'intérieur du musée Guggenheim de New York, l'éruption d'une Spider-Woman à moto enceinte de plusieurs mois, une des doubles intrigues familiales avec les parents de Miles et ceux de Gwen. OK. Fait que, mais ils disent Miles Morales reste la vedette qui est au cœur de l'histoire, puis qui reste assez simple sur un ado, sa relation avec ses parents, puis son émancipation à travers ses pouvoirs un peu, puis vers la vie adulte. Puis il souligne aussi évidemment que l'animation, ça permet cette folie-là que des prises de vue réelles ne permettent pas. Fait que c'est vraiment important pour eux, les 3 co-réalisateurs. Et qui vont renchérir sur le fait que c'est vraiment une expérience cinématographique. Surtout qu'un des derniers films le dernier film de Ken Powers, là, un des 3 co-réals, c'était Soul, qui avait été retiré des cinémas et envoyé directement à la plateforme et tout. Fait que lui, il a très hâte que tout le monde se déplace en salle. Donc, à découvrir pour les amateurs de Spider-Man, il faut dire que le premier avait été vraiment une belle surprise. Oui, surtout très que charmant. Ce genre de film-là, de super-héros, remporte un Oscar et tout. Et je me souviens plus c'était quoi les autres prétendants, les autres candidats, mais il me semble qu'il y avait quand même des... Je me rappelle plus. Des fois, il y a quand même en animation un genre de mal-aimé, là, qu'il est là pour qu'il soit 4, puis personne n'y croit tant que ça, là, mais... De mon côté, ça c'est tout frais. J'ai vu ça ce matin avant l'enregistrement. On a un peu plus de détails sur Dirty Dancing 2 pour les amateurs de ce grand classique. Le officiel avec Jennifer Grey. Donc, date de sortie déjà annoncée, 9 février 2024. Donc, on a le temps d'attendre un petit peu. On a le temps de l'oublier. Ouais. Par contre, on en connaît un peu plus sur l'intrigue. Alors, on dévoile qu'évidemment, le film se passe dans les années 1990. Donc, on va inclure de la musique des années 90, en plus de reprendre, évidemment, certaines des chansons du film classique. Et on retrouve donc le personnage de Jennifer Grey, Baby Houseman, qui retourne donc au fameux resort des Catskills. On ne sait pas pourquoi. Mais là, elle va être jouée par qui. Quelqu'un d'autre, là? Non, c'est elle. Donc, c'est Jennifer Grey, plus tard, Baby, dans les années 90. Donc, mais le premier est sorti dans les années 80. Oui, mais le film se passait dans les années 60.
Ah, OK. Ouais. Ah, OK, c'est bon, parce que j'étais là, voyons que la différence d'âge, comment ça va fonctionner. OK. Et c'est comme ça que ça s'explique. Et c'est Jonathan Levine qui avait fait 2 comédies quand même assez intéressantes, 50-50 et Long Shot. Oui, j'ai bien aimé Long Shot. Ouais, c'était sympathique. Donc, qui va réaliser le film. Est-ce que Seth Rogen va être au générique? Je vais voir un petit caméo. Peut-être. Cuisinier, je sais pas. Puis, dernier truc, parce que ça fait longtemps qu'on a parlé de A24 quand même, je trouve. Ils ont souvent des objets promotionnels assez uniques, dans le fond. Qui produisent en très peu de quantité. Je me souviens aussi, dans le temps de Midsommar, il avait fait le petit ours dans une cage qu'on voyait dans une scène, tu peux l'acheter. Mais ils en ont fait genre 50, là, fait que ça se vend de même. Fait qu'au même titre, ils ont fait un nouvel objet promo pour Everything Everywhere All at Once. Pas les mains saucisses. Non, ça, ils l'avaient déjà fait. Ouais, ça, les Googly Eyes, les mains saucisses, tu peux déjà l'avoir. Là, peut-être pour célébrer que c'est devenu, en fait, petite parenthèse, le film le plus lucratif pour A24. Là. Ouais, c'est ça. Ça a dépassé Hereditary. Non, ce qu'ils ont fait, c'est une chandelle, mais t'as l'effigie du trophée du Auditor of the Month là, qui est sur le bureau de Jamie Lee Curtis, qui a une forme de jouet sexuel anal. Fait que tu peux l'acheter, mais c'est une chandelle fondante, finalement. Fait que, et ça se trouve sur le site il faut commander sur A24. Fait que ça vient des États-Unis, là, de New York. Là. C'est pas vendu à la boutique du coin ici. Ça coûte comme 60$ américains. Là. Fait que quand même, faut vouloir se prêter au jeu. Je pense pas que tu l'achètes pour la faire brûler. Tu l'achètes, tu la gardes pour ce qu'elle représente. Là. Effectivement. Pour les collectionneurs vraiment mordus de cinéma, mais je trouve ça cool qu'ils fassent des trucs comme ça. Ouais, puis il doit avoir un avis de ceci est une chandelle et non un jouet sexuel. Là. Fait que faites gaffe. Eh bien, c'est ce qui fait le tour de l'actu. Pour les sorties de la semaine, 3 films plus en particulier qui retirent notre attention, dont ce film québécois qu'on voyait circuler les affiches, les bandes annonces depuis un certain temps. Arsenault et Fils de Raphaël Ouellette, avec quand même un casting assez prestigieux. Ouais, tout étoile, on peut dire. Guillaume Cyr, un des personnages principaux, mais flanqué de Karine Vanasse, Luc Picard, Julien Poulain, Micheline Langto et Pierre-Paul Alain, qui avait été absent des caméras depuis un certain temps, mais qui n'est pas pour autant invisible, hein, un rôle très fort pour lui. Alors, c'est quoi ça, Arsenault et Fils? C'est le nom d'un garage, un garage dans une petite ville du Témiscouata qui est runné par une famille, les Arsenault évidemment. Mais arrive dans ce village la journaliste Émilie, qui est jouée par Karine Vanasse, qui est journaliste radio, dans le fond, la petite radio, pas communautaire, mais disons modeste, la modeste radio. Lui, Adam, le personnage de Guillaume Cyr, qui est aussi pompier volontaire, qui est un peu timide, il commence à se rapprocher de Émilie. Il y a Anthony, qui est le frère, le jeune frère joué par Pierre-Paul Alain, qui est complètement à l'opposé, plus un cheval sauvage qui veut du brasse camarade puis de la zizanie. Sauf que derrière leur garage, en fait, les Arsenault font du braconnage, donc du trafic de viande de chasse qu'ils chassent au moment non légal. Alors, la raison aussi pourquoi ça se situe au Témiscouata, c'est qu'ils peuvent faire ce run-là avec le Nouveau-Brunswick, avec le Maine, sont à la porte de plusieurs frontières. Alors, bref, leur dynamique familiale est assez singulière, puis l'arrivée de Émilie, que Adam va s'enticher d'elle et tout, va venir un peu peut-être troubler cette calme-là, cette stabilité-là. Donc, film scénarisé également par Raphaël Ouellette qui le réalise, donc qui nous avait donné Camion il y a quelques années, qui sont plus connus. Plus récemment, il y avait eu Anna Gourov, puis il a travaillé beaucoup à la télévision. Oui. C'est d'ailleurs, je sais pas si c'est là que tu allais, mais c'est là qu'il a rencontré beaucoup de ces comédiens tout étoiles-là. Il nous contait que Guillaume Cyr, eux, ils se connaissent depuis Belle Lurette, mais Karine Vanasse, c'est sur Blue Moon. Luc Picard, je me souviens plus où il l'a vu exactement. Julien Poulain était dans Camion. Micheline Langto était dans un autre film aussi ou quelque chose comme ça. Fait qu'à force de plus les approcher plus facilement, si on veut. Et honnêtement, il livre un thriller forestier. Ça va peut-être donner naissance à un nouveau genre. Mais non, un bon film bien écrit, intelligent. Puis d'ailleurs, on va faire un épisode spécial sur le film. Mais Raphaël Ouellette mentionnait lors de l'entretien que c'était un peu inspiré du Parrain, cette espèce d'idée d'exploration de la famille. Et c'est vraiment bien réussi à ce niveau-là. La comparaison se tient. C'est sûr que on s'entend que c'est pas le Parrain, là, mais on retrouve ces liens familiaux, puis justement
un personnage un peu qui fait penser à Michael Corleone, lui, de Guillaume Cyr, qui est un peu tiraillé entre les magouilles de sa famille, mais qui est un peu tanné d'y participer. Fait que c'est quand même assez dense et riche là, comme matière, j'ai trouvé, pour les personnages. Oui, exactement. On sent qu'il y a vraiment un travail approfondi, qu'il y a dû avoir une bonne bible des personnages, de qui ils sont, c'est quoi leur passé, sans qu'on le mette tout dans le film, la manière que c'est scénarisé. On comprend bien pourquoi ils sont comme ils le sont. C'est sûr que la discussion avec certains comédiens et Raphaël a aidé pour ça, mais c'est super. Puis le film dure comme 1h45, 1h50 à peu près là. On s'ennuie pas. C'est vraiment bien. Il y a des personnages comme acadiens un peu. Puis il y a des amis, c'est ça, des amis du jeune Anthony. Puis il y a Coco Bellivo pour les fans d'humour. Là. Je pense qu'elle s'est démarquée beaucoup, entre autres, à Rose Battle, puis des choses comme ça. Fait que ça m'a surpris de la voir. Moi, je la connaissais pas, mais j'ai trouvé très bonne. Dans le milieu podcast humoristique et tout, elle fait partie des invités récurrents. Il y a... c'est ça, je pense que je l'ai mentionné, là, le gros travail de recherche aussi. Fait que oui, au niveau de la scénarisation, mais lui, Raphaël vient de ce secteur-là. Comme dit, il n'y a pas une famille de braconniers, mais il a entendu plusieurs des histoires comme ça. Fait qu'il a fouillé là-dessus. Il a fait du travail de recherche aussi au niveau des agents de la faune. C'est pas mal eux qui courent après les arsenaux, qui, dans leur gros garage, il y a toujours des portes fermées, ils cachent les choses. Leurs runs sont habitués d'échapper aux policiers. Fait que c'est vraiment une espèce de mafia forestière, là, comme on décrit. Fait que c'est super excitant. Là. Si un peu vous reconnaissez par ceux qui disent moi les films québécois trop dramatiques, je vais pas trop souvent là, celui-là, allez-y là. Vraiment, on vous le conseille fortement. Tous les deux on a bien apprécié. Et ce qui est intéressant, tu le mentionnes, c'est que ça nous montre quelque chose qu'on connaît pas vraiment, donc une réalité de la région qui est bien mise en scène, et le scénario aussi de très bonnes twists dedans, donc c'est très rythmé, très dynamique. Je serais vraiment pas surpris là, que si ça rayonne pas pire, là, que c'est un scénario qui se fait acheter aux États-Unis puis qui retourne ça avec Matt Damon. Là, genre, Mais oui, tout à fait. C'est très, très accessible et effectivement, ça pourrait faire un très bon remake. Est-ce qu'on va dans l'espace ou dans la romance? Allons dans la romance et gardons l'espace pour la D'accord. Alors, une histoire d'amour et de désir de Leila Bouzid. Oui, avec des comédiens qu'on ne connaît pas ici, puisque c'est des jeunes... les jeunes Français. Ouais, mais j'ai rapidement, juste en fouillant un petit peu, j'ai vu tout au long que je regardais le film, le visage du comédien me disait de quoi. Je me disais, il me semble que je l'ai vu récemment dans quelque chose. Et finalement, il fait partie de la distribution de Sex Education. Ah, ben oui! Comme Emma McCain, donc un autre Français. Il est dans la première saison, là, qui arrive, ou en tout cas au deuxième, je sais plus, il fait le copain de Eric. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Lui qui est plus brainy, intellectuel et discret, et il vient jouer à peu près le même genre de personnage. Effectivement, je pense que ça doit être dans sa nature. Ouais, mais là, finalement, parenthèse, c'est fascinant, Sex Education avec Emma McKay, puis avec lui, c'est Sami Outalbali. Oui, honnêtement, leur qui ont plein de Français qui jouent britanniques, etc. Fait que bon... Tant mieux. Alors, justement, on suit ici ce jeune Français d'origine algérienne qui est quelqu'un de très érudit qui vit dans les banlieues, comme on a vu dans plusieurs films récemment. Et là, il va rentrer à la fac. Sorbonne. Oui, à Sorbonne, en études littéraires. Il va rencontrer Farah, qui est une jeune Tunisienne. Puis, c'est comme au fil de leur lecture, beaucoup axé sur l'érotisme quand même et la sexualité, des poèmes, des trucs qui est quand même aussi fascinant d'apprendre. Une petite parenthèse, tu sais, que c'est un côté de littérature arabe que c'est pas ce qui est mis de l'avant-plan, si on veut, dans les médias en général, quand on parle de ces secteurs-là, tu sais. Fait que c'est comme une genre d'émancipation des deux jeunes en même temps. Mais il y en a une qui est plus ouverte à, disons, l'aventure puis vivre sa vie. Puis lui est beaucoup plus réservé, beaucoup plus introspectif puis en réflexion de ses affaires. Fait que c'est un peu vraiment le désir de leur relation d'être en proximité qui va grandir tranquillement, mais que les deux le gèrent pas de la même manière, si on veut. Non, c'est un peu le clash de leurs deux personnalités. Comment ils vont vivre un peu ce désir, cette naissance de désir l'un envers l'autre, qui est très bien amené et justement le comédien très efficace.
on sent sa timidité, on sent ses malaises. Je trouvais que... Et à l'inverse aussi, la comédienne Zebda Belhadjamour, je le prononce comme il faut, pardonnez mon arabe, mais elle crève vraiment l'écran. Oui, absolument. C'est super cool la chimie qui va se développer entre les deux. C'est ça, comme dire, un genre de double récit d'apprentissage, d'être différent, mais d'apprendre à respecter ça. Mais le côté... on voit souvent des coming of age plus de 14, 15, 12 ans, 8 ans, là, les Troji, des choses comme ça. Puis là, d'être plus dans le 20 ans, un peu comme le dernier Troji, mais on est moins dans la comédie ici. Là, c'est vraiment plus une romance, un drame. On dirait que le film aussi veut créer un peu cette espèce de désir charnel qu'eux développent tranquillement. C'est ça, pas d'une manière... sexuelle, plus d'une manière un peu érotique, là, tranquillement, sans abuser, en fait, mais c'est pas en abusant des corps des comédiens, c'est vraiment par les mots et par la littérature, mais sans être lourdeau, c'est super accessible. Moi, un comparatif que je préfère, d'ailleurs, je te l'ai glissé en sortant de la salle, c'est ceux qui ont mis Before Sunrise de Richard Linklater, qui met en vedette Ethan Hawke et Julie Delpy, une espèce de couple qui se rencontre une nuit en Autriche à Vienne, elle est française, lui est américain, ils retournent aux États-Unis, donc tout le long du film, c'est eux qui se promènent dans différents endroits, très axés sur les dialogues et tout ça, mais on sent qu'une tension tranquillement qui se développe dans eux. Donc, on retrouve un peu ça dans le film. Alors, si vous aimez les films quand même, c'est très intelligent, c'est très bien écrit, puis, bien tourné, bien réalisé. Exact, aussi. Il y a un apport à leur culture aussi, parce qu'eux, comme sont des enfants d'immigrés, sont entre les deux, là, des fois. Là. Ils ont pas, comme lui, il parle pas arabe, puis à un moment donné, ça commence à le déranger. Il se demande pourquoi est-ce que finalement son père ne lui a jamais appris, son père qui s'est jamais tant établi depuis qu'eux, ils ont quitté l'Algérie. Ouais. Fait qu'il y a vraiment toutes ces relations qui sont super intéressantes par rapport à leurs amis d'enfance. Lui, principalement, là, on le suit un petit peu plus. On est plus dans sa tête à lui qu'à elle. Là. Puis à Ahmed. Fait que... Non, super bien. J'aime beaucoup la musique aussi. Une espèce de trame de gamme de saxophone un peu avec comme des accidents de hanches, là, des petits cris, mais très volontaires. Amené, on comprend que c'est comme une espèce d'artiste de rue qui fait cette performance-là, mais la musique revient à plusieurs moments. La percussion aussi, la musique arabe très présente. Donc, et honnêtement, j'étais un peu surpris parce que c'est juste son deuxième film, la réalisatrice, quand même. Elle a fait beaucoup de courts-métrages avant. Et petite anecdote, donc la comédienne, elle avait déjà auditionné pour le film précédent de Leila Bouzid qui s'appelle À peine... Pas tes lunettes. Ouais, c'est ça. J'ai un peu mal écrit, mais en fait, À peine j'ouvre les yeux. Pardonnez-moi mon écriture, des fois de gaucher. Et dans ce film-là, que j'ai pas vu, mais donc ça se déroule en Tunisie. Et c'est justement une jeune fille qui, avec ses amis, semble partir sur une virée. Et évidemment, sa famille est très conservatrice, là, rush un peu à travers tout ça. Mais la comédienne avait 14 ans à l'époque, donc elle avait jugé un peu trop jeune. Et c'est donc Leila, la réalisatrice, qui l'a contacté pour le film suivant. Pour le film suivant. Donc, l'an dernier, il y a 2 ans, finalement, le film est sorti en 2021. Donc, quand même, une belle petite histoire. Et donc, le film, À peine j'ouvre les yeux, le rôle principal, le prénom du personnage s'appelait Farah également. Alors, il y a peut-être un petit quelque chose. Une petite lubie qu'elle va utiliser. Alors voilà pour l'anecdote. C'est ça, puis je me demandais juste, je sais pas si c'était clair, c'est pas un film qui est juste sur la sexualité, il est quand même beaucoup sur justement les liens interpersonnels, l'amour, puis les émotions, beaucoup, là, justement, c'est pas... Et la culture arabe aussi, qui était le fun de voir... c'est pas homogène, c'est pas une culture homogène et il y avait un peu justement différents clashs. Des tensions avec des amis, des choses comme ça. C'est très très bien. Donc si vous aimez le cinéma étranger et surtout international qui est ouvert d'autres cultures, on vous le recommande de chaudement. Ouais, une histoire d'amour et de désir. Et dans un genre plus commercial. Pour la famille, évidemment, l'offrande de la fin de semaine sera évidemment Lightyear. Lightyear pour Buzz Lightyear, réalisé par Angus MacLane. Lui qui avait fait... il avait co-réalisé Finding Dory, Trouver Dory. Chercher Dory? Trouver Dory. Trouver Dory. C'est Buzz Lightyear, donc le héros jouet qu'on connaît, mais ici, on va voir le personnage derrière le jouet, finalement. Fait que c'est pas une aventure du jouet d'Andy, mais plutôt de ce qui aurait inspiré le jouet. En fait, on dit que c'est
c'est comme si nous, on regardait le film que Andy a vu quand il était jeune et de ce fait, plein d'objets dérivés en ont découlé. Et ce qui est méta, c'est que plein d'objets dérivés en ont découlé dans notre monde réel aussi. Fait que, en gros, c'est une histoire plus de science-fiction et d'aventure. Fait qu'en voulant ramener sur Terre son équipage, qui est échoué un peu par sa faute sur une planète hostile, ben le patrouilleur de l'espace Buzz Lightyear va commencer à malheureusement dérégler un petit peu le continuum spatio-temporel puis se retrouver un peu projeté dans l'avenir et devoir régler ce pépin. Alors, peut-être un petit avertissement pour ceux qui voudraient amener leur très petit. Le film a quand même un ton assez sérieux. Moi, j'ai trouvé on dirait qu'on vise un public un peu plus âgé. Peut-être les 8-12 ans et plus. Je suis pas sûr qu'un enfant, honnêtement, de 4-5 ans qui tripe histoire de jouets va tant aimer. Ouais, je suis d'accord. Je suis pas très bon en goût d'enfant, là, mais... Parce qu'il n'y a pas tant d'humour. Puis... et c'est ça. Je pense que le ton général est quand même un peu plus sérieux que peut nous habituer des fois les Pixar. C'est ça. Bien s'il avait... Dans le sens que si c'était un film original, là, dans le sens que pas préenlevé, mais tu l'appelles Spider Time, puis là, c'est un bonhomme qu'on connaît pas, ben là, on saura un peu à quoi s'attendre, mais le fait qu'il vienne de Buzz Lightyear, c'est que là, on va dire « Hey, j'aime ça, histoire de jouets, j'ai fait que peu importe l'âge, ça va passer. » Ben comme dit, c'est pas qu'il y a rien de choquant dans le film, c'est juste que c'est dans le ton, c'est vraiment. C'est quand même de la science-fiction, un petit peu de voyage dans le temps, des affaires comme ça. Il y a beaucoup de codes de science-fiction qui sont un peu classiques, puis le fait de les présenter dans ce film-là, c'est une belle porte d'entrée pour cet univers-là, pour des jeunes, dans le fond. Là. C'est sûr qu'on s'inspire beaucoup évidemment, de Star Wars, de Star Trek, de tous ces univers-là, de space opera, de science-fiction. Exact. Il y a le côté aussi, Buzz lui-même, c'est quelqu'un que, ce qu'on comprend, c'est qu'il dévoue sa vie, finalement, à la mission. Un peu, ça me fait penser au... Charles Patnaud, puis la mission... dans un gars exprès de chez ouais, voilà. Ouais. Et fait qu'il y a ça, fait que tu sais, il voit les gens autour de lui comme évoluer, avoir des familles, profiter de leur vie, même s'ils sont pas sur la planète Terre, alors que lui, comme non, faut absolument que je réussisse parce que c'est de ma faute si on est là, il faut que je nous sorte de ce pétrin-là. T'sais. Et à noter quand même que... évidemment, souvent dans les Pixar, on a toujours un personnage très, très cute qui va faire vendre beaucoup de produits dérivés. Donc, attendez-vous, les parents, de vous faire demander pour Noël le fameux chat robot, qui est, je me rappelle plus son nom. Ouais, j'ai oublié, ça m'échappe. Qui est très cute. Honnêtement, ce personnage-là est très efficace. C'est pas mal le plus comique. Là. À un moment donné, Buzz va se retrouver avec des acolytes un peu malgré lui, puis il y a quelques comic relief là-dedans aussi, mais tout le long, il est accompagné par le petit chaton, justement. Là. Donc, visuellement, très spectaculaire, rien à redire pour ça. Et c'est le fun aussi d'avoir un premier Pixar dans un autre univers, donc dans une galaxie, dans l'espace et tout ça. Oui, absolument. Alors, il y a... on n'a pas mentionné, les voix originales, c'est Chris Evans, qu'on l'avait sûrement dit précédemment quand on parlait des bandes annonces et autres. Là. Chris Evans qui fait la voix de Lightyear, ce qui n'est pas... c'était-tu? Tim Allen, c'est ça, pour le jouet. Il y a Keke Palmer aussi, qu'on va voir prochainement dans Nope, là, qui est une chanteuse qui commence sa carrière de comédienne. Taika Waititi et James Brolin, le père de l'autre, qui fait le méchant Zorg, finalement, la confrontation avec ce fameux Zorg, là, comme dans les histoires de jouets. Au Québec, c'est Xavier Dolan qui a fait la voix de Buzz. Et c'était... là, il y a eu une run d'entrevues, là, peut-être il faut regarder la presse et autres trucs avec lui. J'ai pas eu accès à tous les noms, mais je sais qu'il y a Pierre-Yves Lard, qui c'est sa première fois qu'il fait du doublage et il double le personnage de Taika Waititi, là, le même. Il y a, à quoi je pensais? On avait sauté au scénario, il y a Angus MacLean qui est là aussi, mais Matthew Aldrich qui avait travaillé sur Coco, Jason Headley qui a travaillé sur un des oubliés, là, parce qu'il est sorti juste avant la pandémie, Onward, là, en avant. Fait que c'est quand même des gens d'expérience dans l'univers de Pixar qui nous rappellent ce pourquoi il y en a 26. C'est tout sûr que, comme quand il faut que tu nommes les 50 États américains, là, je sais plus. Là, bon. C'est pareil. Ça serait un bon test à faire, par exemple. Il y a eu une petite polémique autour du film parce que il y a
un baiser homosexuel, parce qu'il y a un couple de mères, finalement. Et nous, j'espère que ça ne vous choque pas. Sauf qu'évidemment, ça a choqué quelques pays. Fait que là, le film est déjà banni dans 14 pays, beaucoup des pays musulmans. Ouais. Puis, mais Disney a dit, on ne censure pas. C'est ça notre version, on va pas faire une version différente. Puis une des histoires là-dedans, c'est que en Floride, il y a quelques temps, il y avait une espèce de loi, là, c'était, comment ils appelaient ça? C'était Don't Say Gay. Là. Fait que c'était comme, OK, là, vous pouvez être homosexuel, mais on n'en parle pas. Puis, tu sais, fait que tranquillement, ça, c'est une façon de ramener les gens à interdire ça. Là. C'était assez rétrograde, là. Puis, ça avait fâché beaucoup de gens chez Disney, dont tous ceux qui travaillaient sur le film, parce que là, il avait demandé de couper ça. Puis, là, finalement, en voyant probablement le mouvement à l'intérieur chez Disney, ben Bob Chapek, qui est le PDG de l'entreprise, il a pas eu le choix. En plus, ça se passe en Floride, puis il y a un parc d'attractions de Disney là-bas et tout, fait que c'est super important pour eux. Ouais. C'est genre 75 000 employés là, chez Disney, là, c'est fou. Ah ouais, c'est le plus gros employeur de l'État. C'est ça. Fait que finalement, il est allé contre, il a dénoncé cette politique-là. Ça a ravi les employés, fait qu'ils ont ramené la scène dans le film. Là. Ils l'ont pas changé finalement, le couple. Puis Xavier Dolan aussi disait en entrevue que c'était une chose encore là, pour laquelle il était fan. Que c'était un honneur de faire la voix de Buzz. C'était une des raisons, évidemment, autour. Mais comme ils disent, c'est pas là pour être présenter le poing en l'air puis scander quelque chose. C'est juste comme un moment de tendresse puis d'amour entre deux personnes. Puis ça donne qu'ils ont le même sexe. Puis c'est montré aux enfants, puis c'est juste, c'est correct, c'est la vie. Puis du côté de Buzz, c'est une scène importante parce que c'est ça qui fait réaliser qu'il est peut-être en train de passer à côté de sa vie, là, dans le fond. Mais... Non, c'est très, très bien amené, effectivement. Et un peu comme une séquence dans le dernier Star Trek, dans le dernier film aussi, il y a quelques années, là, où tu avais un des membres d'équipage qui retrouvait son amoureux cette fois-ci, puis il se donnait un petit baiser, mais j'ai vraiment en arrière-plan, comme... Tout ça était normal et tout ça. Donc, effectivement, c'est très, très bien cette représentation-là. J'avoue que je me souviens plus trop de ce film-là pour d'autres raisons. Comme il me semble que c'était pas super. Non, c'était pas le meilleur. Écoute, tant mieux. C'est un peu ça le but, finalement. C'est que ça passe inaperçu puis que c'est correct, tu sais. Ouais. Puis, comme dit Dolan en entrevue, on n'est pas rendu non plus au point où ça va être les aventures d'un jeune homosexuel dans un Disney. Là. On commence par des personnes d'arrière-plan et voilà. Puis tu sais, juste pour dire, on décommande pas le film du tout, là. C'est ça, c'est aussi une très belle initiation de science-fiction. On salue l'effort d'être allé ailleurs dans l'histoire, mais c'est ça, si vous avez des petits-enfants de 5-6 ans, vous les connaissez mieux que nous, mais peut-être qu'ils vont le trouver moins funné que d'autres du genre. Un peu plus sur leur siège. C'est ça. Achetez-leur un gros popcorn. Puis il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de Bruno, Don't Talk About Bruno et tout. Là. Ou de You've Got a Friend in Me. C'est ça. Dans les autres sorties, on a le documentaire québécois de la semaine. Oui, puis quand on dit ça, c'est pas pour m'en moquer, c'est juste qu'il y en a un à chaque semaine, bon sang. Ici, c'est Bois-Bouscache, territoire sous influence, et ça se passe dans le Bas-Saint-Laurent. Presque comme Arsenault et Fils. C'est la thématique. On n'est pas aussi haut côté Témiscouata. Ici, on est entre Rivière-du-Loup et Rimouski. C'est une forêt publique qui s'étend sur à peu près 150 km², puis qui est, disons, vigoureusement convoitée par divers groupes aux intérêts divergents, un club de chasse privé pour l'économie, pour les loisirs, alors que ça devrait être public. Puis on dirait que plein de gens se l'approprient puis font plein de choses bizarre sans consultation avec les autres. Fait que c'est un format de documentaire assez conventionnel, mais c'est le but d'illustrer cette situation injuste puis voire ahurissante. Alors, le Bois-Bouscache, c'est le nom comme du territoire, je pense, ou du bois ou du club de chasse qui est dedans, quelque chose comme ça. Et il y a très limité, par contre, mais c'est la comédie britannique fantaisiste Brian and Charles. Après un hiver particulièrement rude, Brian il entre dans une bonne dépression. Puis lui, c'est déjà une espèce d'inventeur, bricoleur, patenteur. Fait que comme il est très isolé puis sans personne à qui parler, il fait ce que toute personne sensée devrait faire à ce moment-là, puis c'est-à-dire se construire un robot. Fait que Charles devient son espèce de gros robot. Puis il va avoir une relation, finalement, qui va se construire entre les deux. Fait que c'est vraiment l'humour un peu noir britannique là, que j'aime bien, oui c'est ça, que le film est comme mi-documentaire, mi-aventure, comme si quelqu'un filmait
pas à leur insu ce qui se passe. Fait que des fois, ils parlent à la comme caméra The Office, et tout. Là. Finalement. Ouais, un petit peu, genre. Fait que, mais là, ne l'ayant pas vu, je peux pas en dire plus. Ça a été présenté à Sundance comme film aussi cette année. Fait que Brian and Charles, mais... un petit film comédie champ gauche un peu. Ouais, ça reste... C'est Universal Pictures qui le distribue, mais... d'après moi, il est juste disponible en anglais, probablement à Montréal, et ça va passer en coup de vent. Fait que si j'ai du lousse, je ferai un aller-retour. Je passerai pas non que j'ai du lousse. Sur ce, ça conclut l'épisode de cette semaine. On vous rappelle que lundi, on devrait dropper l'épisode spécial sur Arsenault et Fils. Et pour une des premières fois, on est allé jusque dans des gros spoilers, là, avec vraiment ce qui se passerait avec des personnages suite au film. Fait que il y a une bonne partie là, dans l'épisode, on l'annonce quand ça devient divulgateur, mais profiter du premier week-end pour aller le voir, c'est très important pour le film parce que ça aide à le maintenir dans plusieurs salles avec plus de projections. Parce que je sais que des fois, on se dit « Ah, je vais y aller dans 3 semaines à m'amener », mais là, 3 semaines plus tard, finalement, il joue une fois par jour, puis il joue dans un cinéma sur 5, puis etc. Fait que voilà, c'est vraiment un bon film qui pourrait faire... Si tout le monde s'y met, là, ça peut faire un 2 millions, ça, facilement. Je comprends pas pourquoi on voudrait pas voir ce film. Fait que d'ici là, vous pouvez nous contacter au balado @monciné.ca et la semaine prochaine, on parle ça fait pas polémique, mais plutôt c'est un objet de curiosité, c'est Elvis de Baz Luhrmann. Qui divise un peu les critiques. Là. J'ai commencé à regarder un petit peu, là, qui viennent de sortir, donc ça fait pas l'unanimité. Je pense soit que tu embarques dans la proposition ou non de Baz Luhrmann. Ouais, il y a une esthétique toujours assez, moi je trouve, opulente, un peu flamboyante, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses. Puis Elvis, c'est des bijoux, du bling, puis du swag, là, des petites capes. Fait que, bref, on vous en jase la semaine prochaine de Elvis. Et entre-temps, comme d'habitude, on vous invite à vous procurer le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, on vous souhaite bon cinéma et bon popcorn.